Pourquoi vous dérangez beaucoup? Mais ça me déconcentre. Souvent, il faut te deux soirs comme ça, là, tu bois la bière pour oublier les soucis. Ah, donc tu as bu la bière pour oublier des soucis de ta partenaire. Je donne un conseil à tous les hommes qui disent je fume pour oublier les soucis. La bière, ça ne peut pas passer. J'ai bu les bières pour oublier les soucis. Mais les soucis te suivent. La fille m'a fait ça, Dieu. C'est grave. Hein. Bon, nous, tu as coupé notre invité. Hein. Ouais. Donc, en tout cas, le métier est de plus en plus compris. Donc, ce travail d'éducation, il commence à apporter ses fruits. Ouais. Et en même temps, je ne suis plus la seule à le faire, ce travail-là. Ah, oui, parce que plus il y a de personnes qui exercent dans la profession, plus nous sommes nombreux à en parler. Et je suis super content d'avoir même formé parmi les plus jeunes wedding planners. Ouais. Donc voilà, ça commence à entrer dans les mentalités. Les personnes qui sont très occupées, ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un qui va les accompagner. Bien sûr. Et puis il y a aussi ce côté générationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de futurs mariés, leurs parents et notamment leur maman sont encore en activité. Ouais, et donc forcément, si je travaille, j'ai pas le temps, ma mère n'a pas le temps, il nous faut quelqu'un qui va gérer. Super. Voilà, oui, Lydie. Non, mais parce qu'en fait, tu as développé plusieurs activités connexes en fait autour, donc justement du mariage, des consultations, des exposés, du coaching. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là? Pourquoi déjà? Est-ce qu'il y a un besoin pour ça et pourquoi? Alors, le premier besoin, comme je disais, c'était l'éducation. Il fallait que les gens comprennent de quoi on parle. Et ce qui m'a également... L'aventure même du mariage commence plus par un salon, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, que par le wedding planning, en fait. Ce sont mes premiers clients qui ont fait de moi un wedding planner. Il y a 10 ans, très franchement, après avoir fait mon propre mariage, on m'aurait dit que j'organiserais des mariages. Non, trop de stress, trop de problèmes. Je me voyais absolument pas dans ça. Et puis il y a eu cette dame un jour qui a tellement insisté pour que je l'accompagne dans ses préparatifs. On se connaissait pas particulièrement, mais qui m'a dit il y a un truc, avec toi je me sens bien, j'ai confiance en toi, enfin voilà. Et c'est un peu parti comme ça, une fois, 2 fois, 3 fois, maintenant une trentaine de fois, je sais même plus. Et il y a besoin que les gens comprennent. Maintenant, les besoins ne sont pas tous les mêmes. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'être accompagnées dans leurs préparatifs, mais qui ont besoin de moments entre filles où elles peuvent causer. Et c'est là que j'ai commencé à faire le brunch de la future mariée. Donc plusieurs futurs mariés qui se rencontrent et puis on échange sur les différentes problématiques. C'est très girly comme moment, mais ça fait du bien parce que les moments des préparatifs c'est quand même pas mal de stress. Et il y a des bridésias, comment on prononce ça déjà? La future mariée qui est pire qu'un monstre en fait, parce qu'elle est très tatillonne surtout et tout ça. Mais l'avantage quand vous êtes dans une pièce et que vous n'êtes que entre futurs mariés, c'est quand même beaucoup plus facile de parler pendant des heures de différentes peines de violer comme on est là et de dire que non, moi mon mariage c'est Parme, ce n'est pas la vente. Enfin, ça peut être super chiant pour les gens au quotidien. Mais quand on est là dedans, voilà. Vous voyez, il faut encore me déconcentrer. Moi je dis aussi souvent qu'il y a les couples que après le mariage, tu vois qu'ils sont allés faire la lune de miel, ils sont en train de risquer l'amour, faire les enfants. Peut-être sur la chambre en train de discuter. Le mari dit à la mariée que maman ta famille mangeait. Le mari répond aussi que ta famille ne mangeait pas. Il a raison. C'est vrai. Comment ils vont payer aussi les dettes du mariage? C'est vrai, mais ça, il y a encore des factures à payer et tout ça. On a volé la boisson. Il y a vraiment des. Voilà, des propos. Quand tu te maries, quand tu es pauvre, tu souffres. Non, même quand tu es riche, c'est même ceux qui sont riches qui ont plus de problèmes. C'est ceux qui sont riches qui des fois ont plus de problèmes. Parce que l'organisation, c'est autre chose. C'est organisé pour les fonds. Même quand on les a. C'est pas un mariage, non, Joyce? Oui. Tu dis, t'appelles les mères. Tu vois, un côté t'appelle les mères. L'autre côté, c'est le côté de la mariée. Oui. Après, elle a trouvé un capote qui va dépenser. Le côté du marié ne fait rien. Voilà, le supporter, ça va des chèvres. Alors, y a-t-il toujours des appréhensions, des personnes qui appréhendent encore aujourd'hui le métier de wedding planner? Il y en a. Alors, est-ce qu'on vous fait plus confiance quand même qu'avant? Ah oui, beaucoup quand plus. Même. Oui. D'accord. Beaucoup plus. Ça a évolué, quoi. Ça a évolué. En même temps, c'est quand même 5 ans de travail, de communication, d'acharnement, tout ça. Après, je pense que le Seigneur m'a donné une nature qui me permet de faire ce boulot-là. Parce qu'il faut quand même être très calme, pouvoir garder son calme, parce que il y a toujours des choses qui ne vont pas pendant un mariage. Moi, ce que je dis souvent à mes futurs mariés, c'est que je ne vous fais pas croire qu'avec moi, il n'y aura aucun problème. Par contre, ce que je vous garantis, c'est que quand il y aura des problèmes, je serai là pour les régler. Il faut qu'on puisse faire la part. Je ne suis pas une magicienne qui va faire en sorte que tout va très bien se passer. Surtout que le wedding planner est le chef d'orchestre, mais je veux dire, mes instrumentistes, si je veux rester dans cette métaphore-là, ça reste quand même des êtres humains qui peuvent aussi avoir leurs faiblesses, leurs lacunes. Donc on se fait de plus en plus confiance avec les clients.
Et puis entre prestataires aussi, parce que pour que mon boulot se passe bien, il faut que j'ai des gens fiables autour de moi. Bien sûr. Donc au fur et à mesure, on commence à se connaître. Certains, on se blacklist même quelquefois quand il le faut. Mais non, c'est nécessaire. C'est vrai, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui viennent me voir parce que j'ai une formule coordination du jour J par exemple. La coordination du jour J, c'est pas moi qui choisis les prestataires. Les couples viennent, ils ont choisi tous leurs prestataires et je dois coordonner. Ça m'est arrivé de répondre à une cliente que j'étais déjà prise à cette date-là. Tout simplement parce que dans les 2-3 noms de prestataires qu'elle m'avait cités, certains étaient blacklistés chez moi. Le truc, c'est que maintenant, je fais pas de bashing, je vais pas aller lui dire non, tel n'est pas bien. Bon, ça se fait pas. Mais je sais que je ne pourrais pas coordonner un événement avec telle et telle personne qui est juste ingérable parce que toujours en retard, parce qu'elle promet des choses qui vont pas réaliser. Qui vont pas arriver, exactement. Alors, tu es la promotrice du salon du mariage. Ce sera la 7e édition du 7 au 11 février. C'est dans quelques semaines, c'est bientôt. À la salle Saphir. Quel bilan fais-tu déjà de toutes les autres éditions? Alors, je vais vous raconter un truc qui va vous faire rigoler. À chaque édition du salon, puisqu'en général, c'est sur un week-end. Et chaque dimanche soir à la fermeture des portes, je me dis c'est le dernier. C'est le dernier, je n'en peux plus, c'est terminé. C'est au casse-tête, j'en peux plus. Et des fois comme nous, quand on fait les bébés là. Vraiment, oui. En fait, c'est exactement ça. Et à un moment, tu te rends pas compte, et tu es déjà en train de préparer le prochain. Donc c'est un truc qui me prend au trip, qui est hyper épuisant. Enfin, de toute façon, toute l'organisation d'un événement de cette envergure, c'est épuisant. Dans notre environnement, ça l'est encore un peu plus parce que on est des gens de dernière minute. Je dis ça à tous les exposants qui sont en train de me regarder, que je prospecte depuis le mois d'août et qui me disent « Oh, Tata Mel, c'est loin là-bas en janvier. » Et qui maintenant ne me laissent plus dormir. Voilà. Parce qu'ils se rendent compte que c'est dans 2 semaines. Oui, c'est-à-dire que ça va vite. Le salon, c'est le premier week-end de février chaque année. Ça veut dire qu'en soi, on sait déjà, on sait quand est-ce que ce sera en 2020, 2021, 2022, etc. Tant que j'aurai la force et que Dieu me prêtera vie. Mais on est toujours en train d'attendre la dernière minute. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, si je suis encore là après 7 ans, c'est que le bilan est positif. Je suis très heureuse de cette aventure. Maintenant, c'est ma question. Des gens de dernière minute. Moi, j'ai eu la grâce de participer au débat salon du mariage qui consistait à édifier, à éduquer les futurs mariés. Ce jour, j'ai eu aussi la grâce d'être avec mon ami Cyrus Blanc, qui est aussi venu là-bas avoir son stand comme DJ. Parce que pour vous dire vrai, pour l'organisation il faut le stand de vos mariages. Attends, Joyce, tu ne connais pas ça. Vous êtes seulement assis là, vous bavardez. Pour les mariages, il y a qui invitent souvent que je sais pas pour régler tes comptes. Non, je sais que je règle les vérités qui vont. Les gens qui disent ouais, tel artiste vient, je vais te payer, viens, on va te faire auto le jour là. Vous êtes en train de gâter votre mariage. Ce que vous êtes en train de dire que l'impresario, si on ne peut pas bien vous payer, viens le jour là, tu vas organiser le concours de danse des mariages, on va te là. Vous êtes en train de gâter votre mariage. Pour l'organisation de votre mariage, laissez-vous faire conseiller. Moi, j'ai eu l'amabilité de conseiller les mariés. Moi, au début, je ne faisais pas bien l'humour. Je venais là-bas blaguer. Mais maintenant que je viens là-bas, je parle des mariés. Je ne sais pas ça, parce que je suis passé par l'école de Mélanie Wabo. C'est ça. J'ai été un coach. Le manager de Mélanie. Bon, il faut faire ton stand. Vraiment. Je fais mon stand. Fais ton stand avec des propositions de l'humour. Parce qu'il y a les humoristes qui viennent au mariage, parce qu'ils viennent seulement là-bas organiser le concours de danse des mariés, on les favorise pour la c'est pas ça. Voilà, fais ton stand. Être humoriste, être artiste à un événement de mariage, c'est parler des mariés. Donner les conseils aux mariés. Connaître leur histoire. Faire connaître leur histoire, c'est ça. Quand tu veux me faire prester un mariage, que madame, ils sont d'où? Ils sont de quel village? Ils travaillent dans quoi? Ils font dans quoi avant de venir prester? Parce qu'on a faroté qu'après un jour, on a dit du Cyrus Blanc ou Mélanie Waboté là 1 million. C'est parce qu'elle a bien fait. Tu peux pas dire, tu ne donnes pas l'argent. Les conditions sont où? Même inbox, tu n'es pas professionnel. C'est depuis là. Le mariage est passé depuis. Elle n'est pas professionnelle. Non, c'est toi qui n'es pas professionnel. Comment ça? Non, les commissions toujours. C'est bien, mais bon, je vais le dire après. Non, on ne dit pas. C'est systématique. Donc, mesdames, demoiselles et messieurs, je profite de ça pour vous dire que avant, Mélanie Wabo ne faisait pas de conférences, elle ne conseillait pas. Maintenant, c'est elle a amélioré. Et chaque année, elle est en train d'améliorer. Oui. Et maintenant, cette année, il y a une personne. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau à cette année par rapport au salon du mariage? Tu as encore innové? On va encore conseiller les gens. Il y a toujours le conseil des fiancés. Donc Miller doit aller là-bas.
Donald doit aller en couple, s'il vous plaît. Donald, apparemment, c'est marié. Géomatrix, c'est pour ça que je dis qu'il doit aller. Géomatrix en couple. Oui. Qui d'autre? Elle a l'air. Elle a l'air. Si tu n'es pas de mariée, la mariée t'a envoûté, mais la du chocolat, c'est pas ton mariage. Va prier sur toi. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau à cette 7e édition? Alors, il y a des choses qui sont récurrentes parce qu'elles sont indispensables à côté de la partie exposition. C'est effectivement tout ce qu'il y a comme conseil, comme causerie éducative et comme atelier, de sorte que les personnes qui ressortent de là soient édifiées, comme on dit souvent. Donc, dans les ateliers, en fait, on va parler de la communication dans le couple, parce que ça, c'est un vrai souci. Quelquefois, on se rend compte qu'on a des problèmes uniquement parce qu'on ne sait plus se parler. Pourtant, ils font le Congo ça ensemble. Hein. Mais dès qu'il s'agit d'eux-mêmes, ils ne parlent plus. Ça devient. C'est bizarre. Mais ils vont parler des choses intimes des autres. Hein. Des choses très intimes des autres. C'est terrible quand même. Joyce, première semaine du mariage. Alors, choupim ping, l'autre répond que alors, choupam pom. L'autre raccroche, alors que non, toi aussi raccroche. 1, 2, 3. Après 5 ans de mariage, alors la facture de la lumière arrive. Tu laisses tout la lumière au salon. On va vous conseiller. On va parler de la communication. Alors, dans le couple et autour du couple. Quand je dis autour du couple, c'est parce que on vit en société. Donc, on n'est pas en autarcie quand on est un couple. Il faut pouvoir gérer sa communication. Qu'est-ce que je dis ou pas à mes amis? Qu'est-ce que je fais de ce qu'ils me disent? Comment je gère mes beaux-parents, ma belle-mère, bref, tout ça. On va parler des questions d'infidélité. Parce que l'infidélité, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais surtout sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est devenu normal. Banal. C'est pas que c'est devenu, que ça a toujours été normal. Donc du coup, il faut qu'on parle un petit peu de tout ça. Non, c'est devenu plus les gens sont choqués et choqués de plus en plus. Après, ils n'ont plus... Comme on dit, l'ampoule est grillée, quoi. Donc les gens commencent à prendre ça normalement. Voilà. C'est un peu comme quelqu'un qui voit des morts tous les jours et après ça lui dit plus rien. Il devient insensible. C'est-à-dire qu'ils sont insensibles après. Non, mais ce qui me tue, c'est qu'on fait des blagues, tout va. Non, c'est qu'à un moment donné, le plus haut niveau de l'énervement, c'est rire. Je veux dire, après, on en rit, quoi. C'est pas qu'on en rit parce qu'on est content de ça. La banalisation de la chose, comme la banalisation de la violence. De la violence, ça commence par mouf. Et ça se finit par un coup de poignard. De la même façon, bon, j'en ris, et puis après ça... Oui, mais c'est vrai que les gens sont allés plus loin avec... Un couple polygame n'a pas été d'organiser son mariage. Non. Dès qu'il veut signer polygamie, tu vas refuser, tu vas se dire. C'est pas encore arrivé, mais c'est vrai que maintenant que tu poses la question, ça mérite que je réfléchisse. Moi, va travailler sur ça. Je suis un gars qui donne. Non, mais attends, polygamie, tu veux dire 2 femmes en même temps dans le mariage, ou bien tu veux dire qu'une avant, et puis un mariage, c'est un mariage, qu'ils aient signé polygamie. Ouais, mais c'est pas la même chose. Le stress aussi, c'est de pouvoir gérer les coépouses. Parce que ça peut créer beaucoup de problèmes, voilà. Non, parce que si elle a signé polygamie, le régime polygamique au premier mariage. Au premier mariage, ça va. Le deuxième mariage, polygamie. Voilà, là c'est. Là, il y en a 2 ou 3 autres qui débarquent. C'est pas souvent très pompeux, les deuxièmes mariages. Bon, en polygamie. Ils sont pas souvent très, non, ils font souvent des petits trucs, voilà. Donc, pour continuer pour finir de répondre à votre question, donc je disais les choses basiques, les causeries, donc la communication dans le couple, l'infidélité, la sexualité également. On aime parler des choses un petit peu taboues au salon. Et les visiteurs aiment bien parce que chacun fait genre, il n'est pas du tout concerné, mais il repart quand même avec des informations qui vont lui être utiles. On aura des démonstrations de coiffure, des démonstrations de make-up, comment se faire belle, comment prendre soin de soi avant, pendant et après cette cérémonie. Parce qu'on a beaucoup de dames aussi qui sont super engagées avant le mariage. Je vais prendre soin de ma peau, je vais faire du sport, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais dans le mariage, c'est fini. Le lendemain, elle ne continue pas. Le cabas et le bibidi, on appelle ça le cabas. Donc du coup, voilà, c'est toutes ces choses dont on va parler. On aura des défilés de mode comme d'habitude. Mais la grosse innovation qu'on a surtout eue cette année est pour les exposants. Parce qu'on a beaucoup d'exposants en fait qui sont des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas forcément déjà participé à des salons du mariage ou à d'autres événements d'envergure comme ça. Donc cette année on les a beaucoup plus pris par la main. Ils ont eu des séances de coaching pour savoir comment est-ce qu'on prépare son salon, qu'est-ce que je fais avant, pendant et après mon salon, comment j'aménage mon stand, comment je fais en sorte de pouvoir capitaliser sur ces visiteurs que je vais avoir. Parce que tous les messages que je fais passer sont pour faire venir des visiteurs, mais ensuite chacun sur son stand doit pouvoir présenter ses produits ou ses services. Ce soit un salon enrichissant. Moi j'ai une question, en fait ça s'adresse à qui? Parce qu'en fait quand on entend salon du mariage, on pense que c'est juste pour les gens qui vont se marier. Alors dis-nous, à qui tu t'adresses? Alors, le salon du mariage, j'ai envie de dire, vous avez entendu salon du mariage et des moments d'exception. Voilà. Le focus c'est le mariage parce que c'est l'événement qui fait
qui fait rêver. Oui, c'est le wow. C'est le wow. Mais donc c'est pour les futurs mariés et les personnes qui les accompagnent. Donc ça peut être les mamans, les sœurs, les copines, parce qu'on organise rarement son mariage tout seul. On invite les hommes à être là également, avec eux aussi leur team, le best man, le témoin. Ça facilite les discussions après. Quand l'homme a été présent dans une discussion sur le salon, il comprend pourquoi après la facture arrive à tel ou tel montant. Et toute personne qui organise un événement, mais surtout les événements heureux, vous pouvez avoir un projet de baptême de votre enfant, d'une remise de médaille, d'une communion, tous ces événements-là. Voilà, vous allez avoir besoin en fait des mêmes prestataires que pour un mariage. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas besoin de la robe blanche. Mais voilà, tous les événements heureux qu'on est en train d'organiser. Donc on va rencontrer des prestataires de tous les événements heureux. Voilà. Exactement, tout à fait. Super. Nous sommes en compagnie de Mélanie Wambo, wedding planner. Elle va rester avec nous, hein, Mélanie, tu restes avec nous jusqu'à la fin. On a consacré notre semaine à la violence en milieu jeune. Et aujourd'hui, on va ouvrir avec ce qui peut rendre un adolescent très violent. On va en parler. Tu vas nous donner ton avis sur la question. Mais à l'instant, on va accueillir Dexter. Oui, il va nous rejoindre pour partager avec nous ce que les téléspectateurs ont comme avis sur notre page. À tout de suite. Il a changé de coiffure. C'est facile. Bonsoir Dexter. Mélanie ne t'intéresse pas trop à ce que nous faisons là parce que bon, Dexter, il faut qu'on ait notre stand présentateur au SAMEC. Il y a van contre van ici à chaque fois. C'est comme toi en fait, tu veux faire des locks, c'est ça? Voilà, c'est des locks. C'est vers là qui va. On lave chaque jour son magnifique en salon de coiffure pour l'enroulement. L'enroulement. Dexter, bonsoir. Bonsoir, t'inquiète pas, je vais juste après l'émission de salon. Donc, tu vas au salon tout de suite? C'est pas un problème. Tu vas voir Hilary Pearl? Ouais, c'est pas un problème. Voilà. Bon, alors dis-nous. Qu'est-ce qu'il dit sur la page? Bien sûr, on a un thème à débroussailler comme tous les soirs. Ça commence maintenant avec les abonnés, les fans et les super fans. Sardine Yakam, c'est comment? On est là, Sardine. Nous avons tout d'abord la mauvaise éducation. Ceci vient des parents. Ces parents qui ne causent jamais avec leur enfant. Ces parents qui ne contrôlent jamais leur enfant. Ensuite, nous pouvons parler de la mauvaise compagnie à l'école et au quartier. Enfin, nous pouvons avoir des trous psychologiques suite à un événement de l'enfance. Autre message, Nel Précieuse, c'est comment? On est là. C'est le manque d'éducation de base, celle qu'on acquiert à la maison. L'éducation a été ratée au départ par les parents. Nos parents pensent que chouchouter un enfant, c'est leur montrer notre amour, mais non. Ils doivent être stricts et rigoureux envers leur progéniture avant que ces derniers ne commettent des actes qui pourront leur coûter cher. Autre message, Jomaël, KN, c'est comment? Je suis un adolescent et grâce à ma propre expérience, je trouve que c'est uniquement l'ignorance et l'inconscience qui peuvent rendre un adolescent violent. Autre message, Berthe Quentin, Juma Chua Soumen, c'est comment? On est là. C'est simplement l'absence d'un des parents ou des deux. Les parents doivent être très occupés, comme on le voit aujourd'hui, par leur boulot, qu'ils oublient un peu leur responsabilité auprès de leurs gosses, le petit ou la petite ne recevant justement pas les conseils ni de soutien par rapport à une situation précise qu'ils traversent, fait justement le choix de la résoudre à sa manière, et en plus souvent de la mauvaise, c'est-à-dire la violence. Autre message, Amanda Kendall, c'est comment? On est là. Pour ma part, je pense que l'environnement et l'éducation des parents sont une première cause de violence chez les ados. Suite à cela viennent le décès d'un être cher, le rejet total de la famille, la maltraitance sous toutes ses formes, physiques, morales, psychologiques, etc. Le manque de dialogue, de communication entre les parents et les enfants, le fait de voir son père taper sur sa mère cultive en lui la violence car il pensera que c'est la meilleure façon de se défendre ou se protéger, que non, puis encore qu'il consomme de la drogue et des stupéfiants. Voilà, autre message pour terminer, Verratti et Nibo, c'est comment? On est là. Je lis certains se plaindre du manque d'affection ou de la mauvaise compagnie ou la drogue. Moi je dis que chacun de nous qui choisit son chemin, arrive à un âge, c'est chacun qui prend conscience et choisit s'il veut être à marge de la société ou non. Moi, dans le quartier où j'ai grandi à Garoua, le banga était à la portée de tous, mais j'en ai jamais pris, aucun de mes amis d'ailleurs, car c'était nôtre. Personne ne peut
nous obliger à prendre de la drogue. Personne. Prenons-lui le message de Fallon, c'est juste en bas. Je veux pour finir. Non, il n'y a pas Fallon, désolé. Ah, il n'a pas pris Fallon. Il n'a pas pris Fallon aujourd'hui, malheureusement. On va s'arrêter là pour les messages. Tu lis dans son téléphone. Et comme me disait le père Henri Lacordaire, l'injustice engendre l'injustice, la violence engendre la violence. Il dit on est au 19e siècle en France. J'adore Dexter. Il dit tu es quelqu'un qui pousse Dexter vers le haut. Hein. C'est génial. Il faut suivre sa page Facebook aussi. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Bien sûr, on a une taxonomie les lundis généralement. Après les commentaires, ce sont les vidéos WhatsApp. Les vidéos avant WhatsApp. Les selfies. On regarde tout de suite vos vidéos. On regarde les vidéos que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp. Les amis, tout bien chez moi. Et regardez ça bientôt. Je vous kiffe. Coucou à vous sur le plateau, salut George, salut Lydie, salut Cabrel, salut l'invité. Aujourd'hui c'est vendredi, la semaine a été très mouvementée. On reste optimiste, on sait que ça va aller. Allez, big up à vous. Bonne émission. C'est des personnes qui ont envoyé le message vendredi en même temps qu'on faisait l'émission. Hein. Et on espère que le week-end a été agréable et que les choses sont reparties du bon pied. Du bon pied, comme on dit. Ça se passe sur WhatsApp, donc le numéro est souvent affiché au bas de l'écran. En début d'émission, donc envoyez votre vidéo et peut-être vous serez diffusé soit le lundi ou le vendredi. Bon, vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Amour, famille, sexe, on perd souvent l'argent et quand tombe vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis c'est là, fait le Dexter, puis un Paris et ses yeux. Le point de l'IT qui nous rend heureux, les pipes pour de l'I7, y'a de flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, plus on est là. Tu sais comment on est là après 5 ans. Tu sais comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. Daylight, joy, 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 joy. Et là-bas, fais quoi? Bah, c'est bien fait, on t'a bien rappelé. On est de retour. Et Chlorel est là. Et il descend. À la réa, il descend. Voilà. Tu cherches avec le gigolo, c'est pas ce qu'il faut que je fasse finalement pour tennis. Il faudrait que je fasse le matinée de suite. Chlorel, tu fais comme si tu n'as pas entendu. Si tu es en stage avec le gigolo, c'est pas un mauvais métier. C'est quel accueil ça? Pourquoi tu l'accueilles? Parce que je te dis, quand tu es gigolo, on t'envoie jusqu'à. Attends, il va rester près du maman, c'est mieux. Reste avec. Et puis Mélanie, il faut qu'on ouvre un stand présentateur avec Chlorel. C'est possible? Il faut que. Nous, on ouvre un stand présentateur. Il faut un casting là-bas. C'est pas le présentateur qui va te mettre à côté d'elle comme ça. Voilà. Un petit casting. Non, vas-y avec tes documents. Voilà. Les humoristes. Voilà. Les présentateurs peuvent faire un stand. Oui, mais donc comment refuser? Je sais qui brille. Casting. Alors, le casting, c'est parti. Elle est là, regarde. Ça peut aller. Là, tu portes les godasses, tu es là-bas. Alors, Chlorel. Croco. Aïe. L'animal a souffert. Il était ligoté, bâillonné. La fraîcheur de l'homme. Voilà. Crucifié vif. Mais déjà, physiquement, comme ça, Mélanie, ça passerait bien pour un mariage. Il présenterait. Il est très élégant. De master of ceremony. Bonne posture. Voilà. Non, il faut voir Mélanie après. Merci, bien sûr. Qu'elle te met dans son. On s'est vu quelques fois, mais bon. Voilà, il faut qu'elle soit dans son book. Tu es réel. Maintenant, si on te valide, on te baptise officiellement. Voilà. Là, tu vas maintenant être vu comme. Tu vas faire partie de l'équipe. Bon. Et il était dit qu'on serait côte à côte ce soir. Voilà. Alors, Chlorel. Oui, Joyce. Tu étais sur le terrain.
Alors, on me permettra au moins de vous souhaiter une heureuse année 2020 parce que bon, on a la possibilité de se voir avant en 2020. Voilà, donc bonne et heureuse année à vous. Merci. Comme tu l'as si bien dit, il était effectivement sur le terrain et on a bien pu se rendre compte de ce que les avis sont un tout petit peu divergents autour de la thématique de ce soir. Et donc, ce soir, on entame toute une série autour des violences, le prétexte étant effectivement ce qu'on a vécu la semaine dernière dans certains établissements scolaires du Cameroun, véritable drame, véritable scandale, et donc on en parle tout au long de cette semaine quand un enseignant pète la vie, comme ça a été le cas du côté du lycée de Colbison, quand un élève perd tout simplement son doigt, comme ça a été le cas du côté du lycée classique et moderne d'Obala, et qu'à l'origine des élèves, des apprenants et donc des adolescents. Ceci nous amène à nous poser une pléthore de questions. Celle qu'on se pose pour ce soir: qu'est-ce qui peut rendre un adolescent très violent? Qu'est-ce qui peut rendre un adolescent très violent? Allons-y tout de suite et maintenant retrouver les avis des uns et des autres recueillis dans les rues de Douala cet après-midi. On est à Douala 3e. À tout de suite. Ce qui peut rendre un adolescent violent, c'est d'abord le milieu dans lequel il vit. Nous savons tous les événements qui sont passés à Yaoundé au lycée de Colbison. Mais je voudrais rappeler ici que ce n'est pas un problème typiquement camerounais. Les enfants d'aujourd'hui vivent dans un monde virtuel. Je parle des jeux vidéo, nous avons Call of Duty, nous avons des jeux extrêmement violents dont les enfants ont sur leur smartphone en permanence. Et quand il n'y a pas un contrôle permanent régulier, l'enfant peut confondre entre ce monde virtuel-là et la réalité. Moi, c'est un problème dû à la mondialisation, à Internet et à l'ouverture, et aussi au mauvais contrôle parental. Et aussi l'éducation du parent, parce que la base, c'est la maison. Le parent doit conscientiser l'enfant. Le parent doit dire à l'enfant que bon, il faut savoir te comporter quand tu es en public, il ne faut pas dire n'importe quoi à un grand, et il faut éviter la drogue. C'est d'abord le parent. Parce que je pense qu'un enfant bien éduqué à la maison ne rencontre pas ces différents problèmes. Pas seulement parce qu'il a reçu une mauvaise éducation à la maison. Tout d'abord parce que lorsqu'il sort de la maison, il arrive en milieu scolaire. Il trouve ses amis en train de faire plusieurs choses. Pour être dans la donne, c'est-à-dire au milieu de ses amis, se sentir aussi un enfant parmi ses camarades, il est obligé de faire ce que ses camarades font. C'est la mauvaise compagnie à l'école qui peut pousser un enfant vraiment à faire un tel truc. J'aimerais vraiment que les parents prennent vraiment donnent vraiment beaucoup d'attention aux enfants, vraiment, pour que ce genre de choses n'arrive plus. Il y a la mauvaise compagnie, il y a l'influence des parents sur les enfants à la maison. Il y en a aussi les films que les enfants voient. C'est la pauvreté qui rend les adolescents violents, parce que si franchement il y avait à faire, je ne pense pas qu'un adolescent pouvait être violent, même en cas d'un problème. Vraiment, je conseille mes frères, même tous les adolescents, de ne plus être violents dans leurs pensées et surtout même dans les actes. On ne peut pas dire que nos mamans ne nous donnent pas de bonne éducation. Nous, on reçoit de très bonnes éducations. Mais dès que nous sortons de la maison, c'est autre chose qu'on apprend et c'est autre chose que nous appliquons. Vraiment, il faut que nous regardons le côté, c'est vraiment ce côté. Surtout le côté de l'Internet, là, il faut qu'on regarde ça. Tout ça est venu vraiment bousculer toute l'éducation que nos mamans nous donnent vraiment. Bien sûr que les parents sont un peu désarmés, mais vous devez aussi surveiller vos enfants et vérifier qu'ils ne regardent pas les contenus interdits. Je pense que sur certaines chaînes, nous avons les moins de 12 ans, respecter la limite d'âge pour protéger l'innocence de nos enfants. Il est bien là. Oh, il est bien. Vraiment génial. Oh là là. Il est magnifique. Il est vraiment waouh quoi. C'est super. Oui. C'est très pertinent ce qu'il dit. Et on va faire un petit tour de table, je pense. Lydie. Oui, non, moi je veux bien commencer. Je vais éviter de parler des parents parce que bon, on en a déjà beaucoup parlé, etc. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter. Oui, non, je suis aussi parent, je fais partie. Mais je fais partie aussi de ces gens et je suis d'accord avec toi. Il y a une partie de la responsabilité des parents, mais moi, je ne dis pas que je les protège, je les exonère. Je les exonère de ça, mais je dis bien qu'il n'y a aucun parent qui met un enfant au monde pour se dire... Non, on n'a pas dit que c'était leur volonté de... Non, mais je veux dire par là que quand ils font mal, parfois ils ne sont pas conscients, c'est pour ça que je préfère... Certains ne sont pas conscients. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la violence engendre la violence. Donc effectivement, il y a des gens qui l'ont dit, vous êtes en train de tabasser votre femme, votre enfant, si vous les tapez depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils sont bébés, ben, taper finalement, c'est pas grand chose. Donc quand quelqu'un m'énerve, comme papa me tape, ben moi aussi je le tape. C'est un langage. C'est un langage pour dire je suis pas content. Voilà, par exemple, ça c'est des exemples. La souffrance peut emmener. Quand tu souffres à l'intérieur de toi, soit tu veux te tuer, soit tu veux tuer. Parce que ça t'emmène à des pulsions qui sont vraiment animales, quasiment.
Je veux dire, tu ne te retiens plus. Donc je pense que quelqu'un qui souffre énormément, ça peut être de violence à la maison. Ça peut être de violence à la maison, ça peut être d'une rupture, ça peut être du fait qu'il souffre parce qu'il ne mange pas suffisamment. Vous savez, c'est des petites choses. Chacun a ses traumatismes. Moi, je te dirais la frustration à tous les niveaux, c'est-à-dire ça rend violent. Voilà, si ça rend violent. Tu vois quelqu'un qui passe dans une voiture, toi tu marches à pied, tu vas aller à l'école, on n'a pas l'argent, tu vas au jeu à Noël, on peut pas te l'acheter. Donc c'est des choses qui, l'acte violent que tu vas poser, mais finalement que le résultat de plusieurs frustrations. C'est pas l'acte, c'est pas la personne à qui tu en veux. Tu veux juste taper du poing sur la table et dire j'en ai marre, tu vois. Donc voilà, je pense. Et puis alors l'injustice, moi je te dirais l'injustice, je crois que chez les adolescents particulièrement, quand il se trouve qu'il y a une injustice, donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, jamais je ne dirais que cet adolescent a pu, comment dire, avoir une raison acceptable. Jamais, jamais. Mais ce que je dis juste, c'est que lui, quand on lui a présenté une situation, de son point de vue qui est souvent pas normal, je veux dire qui est déjà biaisé par d'autres choses, il l'a perçu comme une injustice. Le fait qu'on lui enlève son téléphone devient pour lui la catastrophe, peut-être parce qu'il y est attaché, parce qu'il y a toute sa vie dedans, parce que... Non, mais il n'était pas lui-même non plus, hein. Il avait pris des drogues. Donc ça, on ne peut même pas juger facilement mais parce que... on n'est pas obligé d'en arriver là, mais je veux juste te dire que ça peut emmener, voilà. Et puis, quelqu'un m'a fait penser, j'y avais pas pensé, aux jeux virtuels. Surtout quand c'est joué à répétition. Le cerveau ne fait plus la distinction entre la fiction et la réalité. Dans le truc, tu as l'habitude de tirer, si on te donne une arme, mais quelqu'un te fait la même chose, tu tires. Et voilà, donc il y a beaucoup et justement, vous parlez de ces jeux vidéo. En ce moment, on sait qu'il y a beaucoup de parents qui trouvent des moyens d'acheter des jeux vidéo, même d'occasion, hein, parce qu'on parle seulement de riches, mais il y a également des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui veulent tellement faire plaisir à leurs enfants, qui partent prendre même des secondes mains, qui partent prendre des ceci. Sachez que derrière, il y a toujours l'âge, limite, et les parents ne regardent jamais ça, c'est vraiment dommage. Quand tu vas dans un magasin, tu demandes, très peu de personnes regardent. Ils achètent le nom, c'est-à-dire l'enfant donne juste le titre, le titre du jeu, mais et eux ils vont acheter directement. Le type de jeu que le parent achète. Parce que acheter par exemple un jeu de guerre, un enfant qui a quoi, 7 ans et autres, ça doit impérativement impacter sur le comportement. Il y a même des jeux de guerre qui ne sont pas pour les qui sont pas pour les plus de 12 ans, mais qui sont pour les plus de 17 et 18 ans. C'est écrit derrière, mais on voit pas. Hein. C'est bien écrit derrière. Il y a un carré avec l'âge. Il y a même pour adultes en jeu de guerre. Donc c'est par niveau. Et maintenant, même quand on les a achetés, même quand c'est l'âge qu'il faut, il y a un nombre d'heures quand même. Le cerveau ne doit pas rester bloqué plus d'une heure quand même. Et surtout quand il y a une action qui est répétitive tout le temps, lui il enregistre. Et comme je dis, ça devient un réflexe. Donc des fois on ne s'en rend pas compte, mais ça c'est des écarts que nous avons un peu tous. Hein. Tous les parents ont un peu cet écart en se disant bon, je vais acheter son jeu, c'est les vacances, il joue. Qu'on néglige, mais pas la Suisse entraîne. Ça entraîne des réactions violentes. Et on semble surpris et on se demande bien d'où est-ce que ça sort. Mais c'est surtout que ça banalise la violence. C'est tous les jours depuis que tu as 6-7 ans, tu es dans un truc où tu es en train de donner des coups. Après ça, tu prends une arme, tu le tues, ça fait rien. Tu as fait ça à Joe qui joue avec toi, mais en fait, il n'a rien. Tu vois, comment est-ce que dans ta tête, tu ne vois pas forcément l'implication que ça peut avoir de donner un vrai coup. Surtout que souvent, tu vas regarder ces histoires de violence, c'est parfois la première fois qui est la plus mauvaise fois, puisqu'ils n'ont aucune notion de ce que ça peut faire. Maintenant, ne dites pas que ce sont les jeux vidéo qui sont les premiers. Non, je vais vous expliquer. Il y a des violences à la maison. En ce moment, il y a plus de violences dans les foyers que dans les jeux vidéo. Sincèrement, et on ne s'en rend pas compte qu'il y a de la violence autour de nous. C'est-à-dire en permanence on est violent. C'est quand on regarde des sujets que nous avons fait il y a 2 ans et quand on regarde les personnes qui ont répondu, tu écoutes juste les réponses. Tu sens que les gens sont devenus violents. En 2 ans, c'est énorme. Donc là, ce n'est pas les jeux vidéo. Ça commence à la frustration, la violence verbale. Et il y a une espèce d'escalade parce qu'on banalise tout. Il a dit mouf, chien, paix, etc. Et tout ce qu'on dit dans la rue. Bon, c'est pas grave, on passe, on sourit, on dit à toi aussi, etc. Ça commence comme ça. Après ça, il y a des gens qui se bagarrent. Les Bensky ou quoi qui se bagarrent. Il n'y a pas que, mais je veux dire, les gens se bagarrent. Bon, ils se sont battus. Et on ne fait qu'accepter ça comme si c'était une façon de fonctionner. Et il n'y a que quand il y a un événement comme ça que tout le monde se réveille et dit oh waouh, il a tué son professeur. Mais il a commencé comment? Comment on peut en arriver là? Je veux dire, même une simple tape à son professeur devrait faire réagir en disant mon Dieu, c'est mon professeur, c'est quelqu'un. Et en plus, c'est mon professeur, je peux pas. Mais s'il arrive, on arrive là, voilà quoi. Enfin bref. Oui, je pense que Lydia a dit l'essentiel. C'est-à-dire qu'on est, à côté des raisons psychologiques, on est surexposé à la violence. La violence verbale à la maison, la violence à la maison, même la violence dans les jeux vidéo, la violence dans les films, la violence dans la rue, la violence absolument partout. Et malheureusement, il y a un contrôle parental. Le parent ne prend
plus ou pas forcément la mesure de sa responsabilité vis-à-vis de la protection de l'enfant concernant tout ça. Et bon, le malheur, c'est que quand un enseignant ou un élève manque du respect à son enseignant, ça fera jamais la une des journaux. Ce qui va faire la une des journaux, c'est quand le drame va arriver, malheureusement. C'est à ce moment, c'est quand le pire arrive et que des fois on est plus ou moins au point de non-retour que ça fait l'actualité. Ça faisait la une de l'actualité dans le lycée. On en parlait pendant plusieurs semaines. On parlait aussi de ta punition pendant plusieurs semaines, de ton exclusion pour un mot de travers à un professeur, et ça marchait très bien. Par contre, aujourd'hui, celui qui tape le professeur, celui qui menace l'élève est plutôt porté comme une sorte d'héros. Et voilà, pas même les camarades. C'est-à-dire, c'est parce qu'il se montre délinquant, il se montre castrant, qu'il est aimé, adulé. Par contre, les bad boys ont toujours eu cette place-là, seulement qu'aujourd'hui, c'est un peu trop. Les bad boys ont toujours été aimés par... dans la classe, hein, malheureusement. C'est comme ça. Ne tuaient pas. Oui, ne tuaient pas. Voilà la différence, peut-être. Voilà, ils n'allaient pas jusqu'à tuer, mais ils étaient toujours un peu appréciés par les élèves. On peut pas changer ça, malheureusement. Ce qu'on peut changer, c'est quand même qu'on en arrive à tuer. Maintenant, les extrémités, on sait que c'est aussi les effets des stupéfiants et l'absorption des drogues. Voilà. Ton avis, mon cher? Monsieur, je vous dis, il faut seulement prier. Il faut prendre les 10 commandements de Dieu, vous lisez à vos enfants. C'est ça, ouais. Il ne faut pas tuer. Il faut respecter son père et sa mère. Il ne faut pas voler. Quand vous êtes tué, d'avoir les 3 là, même l'enfant va avoir peur. Moi, j'ai eu la chance, l'amabilité, la gloire, le privilège d'avoir comme premier héritage de mon père et ma mère le divorce. J'ai grandi sans père. Nous tous, on était les délinquants. Quand on n'allait pas la mère, s'asseyait, pleurait. Tu regardes ta mère, quand tu vois ma mère qui pleure. Il dit toujours que c'est les pleurs de sa mère qui le rangeait. Oui. C'est comme ça. Dès qu'elle pleure, allez. Nous tous, on a retiré les couteaux. Mais quand tu retires ça, tu penses que si elle fait ceci après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et regardez bien, sur les 4 enfants qui ont retiré le couteau, l'autre qui a coupé la face de son frère, l'autre qui a coupé la main, l'autre qui a tué, c'est les enfants des quartiers Niamton, des quartiers difficiles. Donc vous comprenez que les bonbons là, c'est vraiment pareil de jeux vidéo, mais ceci, mais ils ont ce qu'on appelle la crainte. Apprenons à prier à nos enfants. Moi, on ne connaît pas trop l'église, hein, maman. Mais connais quand tu tues, c'est fini, tu pars en enfer. C'est ça aussi le point, parce que quelqu'un m'a dit un jour, et tu es enfant dans l'église, c'est problématique. Ma mère m'a dit que pour passer à l'école, il faut combien de moyens? Il faut avoir 10. Il dit que bon, lit les 10 commandements, il faut respecter 10 commandements. Tu sais que tu peux quand même essayer d'être repêché. Mais là, que le meilleur commandement là-bas, c'est d'aimer ton prochain comme toi. Mais quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu peux faire du mal, tu peux blesser, tu peux insulter tes parents. Oh, vraiment, maman, excusez-moi, il n'y a pas moi de conseils à donner. Prier seulement pour tout le monde. Ça va aller. Moi, j'étais un cas, un récalcitrant. Ça aide. Mais après, tu comprends que vraiment. Donc là, tu parles au récalcitrant, en fait. Oui, et il demande aussi aux jeunes voyous. Pourquoi étais-tu récalcitrant? C'est ça qui est intéressant. Parce que je suis une famille divorcée. Il a dit en fait. Oui, non, mais le divorce. Alors papa, s'il te plaît, je veux composer le CPE, je veux la tenue de sport. Et oui, il va t'envoyer le jour, il t'appelle, que bon, fiche quand tu as vu ton père. Quand tu as un papa qui te parle comme ça. Tu arrives au collège, je sais que si on te gradue au conseil civil, ton père, il va pas et quand tu écoutes le discours de la maman dont l'enfant a commis l'acte, c'est un peu pareil. Il a disparu, le père, il est en Guinée, et quand tu l'appelles, il veut même pas les voir, il veut même rien savoir. On n'a plus d'autorité sur l'enfant. Donc, excusez-moi, mais juste aux États-Unis, où il y a une énorme violence chez les Afro-Américains, la majorité, pour ne pas dire 9 fois sur 10, le père est absent. Le père a une figure d'autorité qui arrive à, je pense, à canaliser à l'adolescence, on a besoin de père. Et je pense que dans les foyers où il n'y a pas de père, c'est encore plus difficile. Il n'y a pas d'autorité. Alors Mélanie, tu n'as pas dit un mot depuis, c'est ton tour. Non, mais c'est un sujet qui me fait tellement mal en tant que parent. Parce qu'effectivement, il y a tous ces enfants qui commettent des actes absolument ignobles. Je pense à leurs parents, je pense à leur père, je pense à leur mère qui n'ont jamais souhaité ça, qui n'ont jamais voulu ça pour leurs enfants. Toutes les causes, effectivement, c'est un cumul de tellement de choses. Mais je pense qu'il faut aussi se rappeler que ces enfants, ils ont besoin d'exister. Quand je dis besoin d'exister, c'est-à-dire d'être pris en considération comme des individus à part entière. Et ça va rejoindre le fait que quand mon père est absent, j'ai un manque. Si papa n'est pas là et que maman doit travailler comme une malade pour subvenir à vous, je n'existe pas. Je pense que ces enfants, ils ont besoin d'exister. Et on va se retrouver sur un problème de système, de conjoncture. Quand on est dans des situations de précarité, de pauvreté, et qu'on doit travailler du matin au soir pour subvenir aux besoins de ses enfants, on va travailler pour que ces enfants aient à manger. C'est la priorité. Et à cause de cette priorité-là, on n'est plus avec eux. C'est bien ça. On ne voit pas les dérives, on ne voit plus les fréquentations,
on ne suit plus tout ça. On a parlé des jeux vidéo tout à l'heure, mais même maintenant, les tablettes, même les petits téléphones Android, il y a de la violence partout. Et dès lors qu'on perd ce fil, je pense, il est tout mince comme ça, avec son enfant, dès lors qu'on perd ce fil-là, c'est super difficile de le rattraper. Et si l'enfant réussit à trouver ailleurs cette affection, ou en tout cas ce besoin de ce semblant d'affection, parce qu'il n'y en a pas à la maison, voilà, après ça part très très vite. Et puis c'est pas forcément l'affection, mais se retrouver dans quelque chose qui lui procure autant de plaisir que la présence d'une maman ou d'un papa, dont la drogue, dont jouer surtout la drogue, parce que la plupart c'est ça. Sa bande de copains. Quand même, pour avoir le courage de prendre une arme et taper quelqu'un, il faut avoir quand même plus que être un être. Mon père me donne ceci. La fête, mon père m'envoie la chaussure. Toi, tu restes là, tu n'as pas de père. Il faut que ma mère m'a offert ceci. Mon père m'a donné une nouvelle montre. Mon âme la semaine. Alors, le problème dans ce cas, il faut que le parent, malheureusement, même si c'est difficile, celui qui est resté, celui qui est là, trouve des moyens, des mots. Parce que des fois, la maman aussi, dès qu'elle entend son enfant être mal comme ça, elle se replie sur elle. Ouais. Alors que c'est à ce moment-là qu'elle doit lui donner de la force. Eh, ma mère, tu as collé les langues, c'est le moment qui se recule. Et il y a celles qui vont avoir l'autre réaction qui peut exacerber ce sentiment de violence chez l'enfant, qui est justement de dire bon, eux ils sont comme ça parce qu'ils ont peut-être fait telle ou mauvaise pratique ou tel truc. Trouver des trucs pour trouver des choses pour expliquer ce que quelquefois on peut juste pas expliquer, voilà. Et mettre l'enfant en position de mais en fait, donc pour avoir c'est ça. Non mais donc des fois il y a mais dans tous les cas oui, c'est juste pour dire à l'enfant qu'il faut pas envier en fait. Et je pense qu'il faut de temps en temps qu'on le dise, que vous soyez dans une famille bourgeoise ou pas. Il faut tout le temps dire à l'enfant qu'il ne faut pas envier l'autre, il faut se contenter de ce qu'on a, parce que des fois il y a des gens qui sont supposés avoir tout. C'est-à-dire quand les gens regardent, c'est bien que des yeux, mais eux ils sont mal à l'intérieur, c'est pas ce qu'il message qui passe chez l'adolescent, on lui dit qu'il ne faut pas envier l'autre. Il y a une manière de lui montrer qu'il ne faut pas envier, c'est de lui montrer ce qu'il a de bien en lui, de lui montrer ce qu'il a avec lui qui est bien et que l'autre n'a pas. Il faut toujours chercher, il y a toujours. Mais quelqu'un ne peut pas ne rien avoir. On a parlé des parents séparés, que ce soit séparés ou toujours mariés, mais qui ne sont plus heureux dans leur mariage. La mère particulièrement pour moi a le rôle de se remettre rapidement de ses émotions. Parce que très rapidement, dès qu'il y a eu un problème, justement, cette fermeture, elle se referme parce qu'elle est en train de se reconstruire. Mais il y a des gens qui se reconstruisent jamais. Donc à partir de ce moment, elle est tellement concentrée à essayer de se reconstruire qu'elle ne voit plus ce qui se passe avec les enfants. Parfois les enfants, parce qu'il y a deux types d'amour pour moi, malheureusement les enfants, il y a les enfants qu'on aime pour les enfants. Pour eux, il y a des gens qui aiment leurs enfants à cause de leur mari. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà. Et donc, dès que le mari, elle rejette l'enfant. Donc, ce que je veux dire, c'est que les mères ont un rôle tellement important. Oui, le père est la figure autoritaire, mais il y a des mères qui réussissent aux États-Unis, ici en Afrique, partout. Il y a des avec des enfants nombreux à le faire. Donc c'est possible. C'est possible. Et oui, on ne perd pas espoir. Chloé, nous avons le sondage. Effectivement le sondage à l'instant, messieurs et dames. Allons-y donc avec la mondialisation qui représente 40% quand même de notre cercle statistique de ce soir. Et donc dans mondialisation, on y met un peu de tout. On met les jeux vidéo, les téléphones, les réseaux sociaux, les Android et la télé également. La télévision, tout ça dans les 40%. Effectivement, 40%. Et également la mauvaise fréquentation. Et donc ils n'ont pas tout de bonne compagnie, ils rencontrent des amis et autres qui sont pas les bons. Parfois aller consommer la drogue, tout ce que cela comporte. Ça représente notamment 30% de notre sondage de ce soir. Et on va sortir avec le contrôle parental. On a abondamment parlé des parents ce soir. Oui, les parents ont le pas de responsabilité. À combien de pourcents? Ils sont à 30%. Donc ils sont après la mondialisation. Oui. Effectivement, pour la mondialisation. Parce que dans la mondialisation, il y a la drogue, il y a tout ce dont... Il y a beaucoup de choses extérieures, quoi. Voilà. Alors, on va le retrouver à présent, nos experts. Il s'agit tout d'abord de Marius Etchasep. Il est pédopsychologue. Il est au contact au quotidien avec les adolescents. Il les côtoie et connaît ce qu'ils vivent au quotidien. On a bien voulu avoir son avis sur la question, tout comme on a pensé qu'il était important également d'aller recueillir l'avis de monsieur Ntamak, enseignant d'université. Il est sociologue. Voici les experts. À tout de suite. 3 raisons. Sur le plan psychologique, sur le plan social et sur le plan psychomoteur. Sur le plan psychologique, c'est l'absence d'un contrôle normatif fort. Et généralement, le contrôle normatif fort, c'est le parent d'obédience masculin.
quand dans une famille, le parent est là, fondamentalement, il y a quand même une force de présence qui fait en sorte que l'enfant peut être assez orienté. D'un. Maintenant, sur le plan social, c'est deux choses. Les foyers à famille recomposée sont un aspect très important. Et de plus en plus aujourd'hui, on a des foyers où la femme est venue avec ses enfants, le mari est venu avec ses enfants. Donc cette logique de recomposition-là tend à fragiliser la cohésion sociale et fait en sorte que les enfants développent des éléments d'identité. Ces éléments d'identité, c'est l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, malheureusement, c'est trois choses. C'est le sexe, c'est l'alcool et enfin, c'est le tabac. Donc, le contrôle normatif des parents réside dans le fait social de pouvoir avoir les deux parents qui jouent le rôle d'encadreur ou alors ce que Jean-Daniel Renaud appelait le régulation de contrôle. Tant qu'il n'y a pas un régulateur de contrôle fort, il y aura toujours ces écarts de déviance qu'on a vus et ce qui est arrivé en Colbison ne va monter que crescendo. Généralement, la violence à l'adolescence peut se manifester par plusieurs facteurs. Nous avons déjà un facteur hormonal qui est une agressivité normale parce qu'il y a un changement hormonal, il y a des changements comportementaux qui s'opèrent. Donc ça le rend un peu plus vif et les parents parlent beaucoup plus de la puberté. Sauf que là, nous sommes un peu dans ce qu'on pourrait qualifier de violence normale. À côté de cela, ces derniers temps, on voit un peu une montée d'une réelle agressivité. On peut donc évoquer comme facteur notamment les frustrations accumulées tout au long de l'enfance et notamment dans le processus éducatif. On peut également noter les carences éducatives et affectives, les manquements au niveau affectif que les enfants n'ont pas pu avoir tout au long de leur évolution. Et une fois devenus adolescents, il y a comme une extériorisation de ces carences-là qui se manifestent par la violence. On peut également ajouter le facteur environnemental. On sait que les fréquentations des adolescents, le fait les personnes qu'ils côtoient au quotidien, nous avons par exemple d'autres élèves, de groupes, et de plus en plus on parle de groupes de délinquance. Donc s'il est dans un groupe qui a une forte influence sur lui, le fait de vouloir adhérer ou s'identifier au groupe peut également favoriser le développement ou la montée de la violence. Eh oui, on a dit qu'on parlait de violence tout au long de cette semaine, Cloël. Oui. Voilà. On va encore parler jusqu'à vendredi. Et vendredi, je pense que le thème de vendredi m'interpelle beaucoup plus. Oui. Et j'ose croire que les avis seront vraiment divergents. Alors, on va sortir de ce thème avec le volet pénal. Oui. Parce qu'il faut dire que la violence est punie par le code pénal camerounais. Donc, en son article 156, alinéa 1, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs CFA. Celui qui commet des violences ou voies de fait contre un individu, contre une autre personne. Mais attention, c'est alinéa 2, la peine s'alourdit davantage. Voilà. Ok, c'est pas bon. Je pense que l'amende n'est pas très... Ça s'alourdit davantage. Il faut que ça s'alourdisse vraiment, quoi, parce que je pense que ça c'est on va de 5 ans à 10 ans. À 10 ans, oui, pour alinéa 2. Oui. Voilà. D'accord. Mais merci Chlorel. Demain, un autre sujet. Oui. Et on va sortir avec le point I de Lydie. Il te raccompagne son point I, d'accord? Ah oui. Mélanie, Lydie a toujours un point I, hein, tous les jours. Et nous, on est comme ça, quoi. On attend. Oui, mais non, ne pas comprendre, vraiment. C'est le point I, hein. Tout de suite. Alors depuis quelques jours, on a la série des masques. Oui, maintenant je procède par série. Et même si Cabrel a dit que c'était le point G, en fait le point I, là en ce moment il est moins sympa puisqu'on parle quand même de masques, etc. Mais je pense que c'est important pour nous Africains, n'est-ce pas, d'apprendre au moins à les distinguer parce qu'ils sont multiples. Il y en a des milliers. Donc là on part au Mali aujourd'hui. On va aller voir donc majoritairement les masques Dogon et les masques Bambara, puisque les Bambara sont le plus grand, enfin la grande majorité, constitue la grande majorité des peuples du Mali. Donc les Bambara qui ont eu leur apogée au XVIIe siècle. Donc on va voir à quoi ressemblent quelques masques maliens parce qu'il y en a une multitude. Voilà, donc là le premier, c'est le masque Bambara, on va dire typique. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu, si vous voulez, les arcades qui est autour donc du visage et ces formes qui sont quand même atypiques en forme de triangle, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et vous voyez donc il a des cornes. Il représente en général Walou, qui est l'antilope mythique qu'on retrouve là chez les Dogons.
Et il faut savoir, donc les formes géométriques, les peuples bambara et dogon adorent jouer avec. Et ce qui est quand même intéressant aussi, c'est de savoir que ce sont des masques rituels. Ils sont chargés d'accompagner en général les morts vers, n'est-ce pas, le royaume des ancêtres. On continue. Donc voilà, là vous avez l'antilope. Ça c'est un type de masque qui est très reconnu en Afrique, mais les gens ne savent pas toujours d'où il vient. C'est important de le montrer. Ça vient du Mali. Voilà, ça vient du Mali. Et souvent, ces gens se disent, mais est-ce que c'est une sculpture qu'on dépose ou est-ce que... Non, là, ça a l'air. Voilà, ça a l'air, mais ce sont des masques, on va le voir plus tard, qu'on va parfois mettre sur une vannerie sur la tête. Et justement, c'est très intéressant parce que parfois, ils sont lourds, hein, ça ne se voit pas. Il faut pouvoir tenir en équilibre. Donc, ils représentent une antilope, l'antilope qui a vraiment, dans le milieu rituel, une grande importance. Donc, ça, c'est un masque sérigé. Alors, les jeunes adultes doivent être vraiment très costauds pour pouvoir, vous voyez, bon, ce sont des formes géométriques qui ont tout un symbole. On porte ça? Oui, ça se porte. Donc, et c'est très long et c'est très lourd. C'est pas une échelle, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est une échelle. Et c'est surtout qu'il y a donc des symboles dessus. On n'a pas le temps de les décrypter, mais ils sont importants. Chaque symbole signifie quelque chose pour accompagner le mort par rapport à sa vie, etc. Et ils les portent sur la tête. Alors, ils doivent être très, très jeunes et forts, parce qu'ils doivent basculer la tête d'en avant en arrière. Et oui, ça peut les emporter. Donc, voilà, le prochain... Donc là, on va finir avec le masque, voilà, les Chiwara, ça s'appelle. Et c'est le typique masque dogon que tout le monde connaît. Enfin, moi, voilà. Les gens disent, ça ressemble à un lézard, etc. Bon, c'est plutôt une croix avec des mains inversées. Bon, ça peut aller dans plusieurs interprétations. Comme vous voyez, il y a un masque en bas. Donc, c'est le masque qui s'enfile et qui porte pareil au-dessus de la tête. Donc, voilà, comment dire, élongation. Et c'est pas évident. Donc, on va juste voir, vous voyez comment ils le portent. Là, ils sont petits. Mais c'est très lourd et ça demande vraiment des danseurs voilà, qui sont assez forts et professionnels. Parce que sinon, tu peux pas. Voilà. Donc restons en légèreté, c'est juste pour dire voilà à quoi ressemblent plus ou moins les masques du Mali. Et surtout, on les porte. C'est pas seulement pour mettre sur les murs. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des ONG, qu'il y a de nombreuses choses qui symbolisent l'Afrique souvent, qui utilisent les masques dogon comme symbole. Comme ça. Voilà. Eh bien, merci à ton point, Lydie. Le salon du mariage, c'est du 7 au 11 février prochain. Et c'est à la salle Saphir. Tout de suite, on va passer à l'interview. On va pas te laisser partir comme ça, Mélanie. L'interview s'appelle « Nous nous marions et nous vous contactons ». 3 points de suspension. On y va. Alors Mélanie, tu vas répondre franchement, hein, d'accord? Alors, nous nous marions et nous vous contactons, vous Wedding Planner avec son équipe. Alors, 2 semaines avant le mariage, vous faites quoi? Pleure. Vous pleurez? Intérieurement, vous pleurez, mais comment vous faites? Mais pourquoi vous avez attendu 2 semaines avant le mariage pour venir me voir? Ah oui. 2 semaines avant un mariage, si on me demande de faire une coordination du jour J, aucun problème. Ah bon, c'est possible. Ça m'est arrivé de le faire. Mais ça coûte plus cher quand même, non? Alors. Non, on ne te demande pas de donner les prix, mais ça coûte plus cher quand même. Ça devrait coûter plus cher. Devrait coûter plus cher. Mais on n'a pas encore la culture de l'express fee chez nous. Ah, donc en fait, dans mes conditions générales, c'est prévu que ça coûte plus cher. Je l'applique pas encore. Pas encore. Si une personne arrive et que par chance je suis disponible à cette date-là, je l'appliquerai pas forcément. Elle est gentille, Tata Mel. C'est de réserver les salles. C'est ça qui est vraies salles. Alors, s'il te plaît. Alors, nous nous marions et nous vous contactons, Mélanie, mais une des belles-mères ne veut pas entendre parler de vous. Qu'est-ce que vous faites? Alors, ça m'arrive tellement souvent. Et c'est là où je disais tout à l'heure que je pense que c'est le Seigneur qui m'a donné la personnalité et ce truc-là qui fait que les belles-mères qui quelquefois ne m'apprécient pas, en fait, elles m'ont jamais rencontré, hein. Mais après la première rencontre, après la deuxième, elles comprennent que, en fait, on a le même objectif. Vous êtes en train de vouloir marier votre enfant et que ça se passe bien. Je suis là pour la même raison. Et je ne suis pas là pour vous remplacer. Donc, à la fin, elles deviennent mes mamans aussi. Nous nous marions et nous vous contactons, mais une personne de la famille vous met les bâtons dans les roues durant toute la préparation. Qu'est-ce que vous faites? Je gère. Ah, super. Je gère. En fait,